Bonsoir et bienvenue dans le 18h Politique et bonsoir à vous Gilles Denigaud. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, on commence tout de suite par votre carte d'identité. Ce sera fait. Vous avez 67 ans, aujourd'hui à la retraite. Vous avez été boucher puis docker pendant 34 ans, encore très impliqué dans le syndicalisme portuaire. Vous n'êtes aujourd'hui encarté à aucun parti. Depuis votre démission d'Europe Écologie Les Verts l'an dernier, vous avez été élu à la mairie de Saint-Nazaire puis au Conseil général. Aujourd'hui, sans aucun mandat, vous êtes candidat aux élections régionales à la tête de la liste Choisir nos régions, qui regroupe plusieurs formations autour d'une idée forte, la réunification de la Bretagne. Vous allez nous dire quels sont vos arguments, vos ambitions dans ces élections, les résultats que vous espérez obtenir. Mais avant cela, je vous propose de commencer, comme chaque semaine, par l'actualité. Actualité marquée par la visite du président de la République au chantier naval de STX de Saint-Nazaire. François Hollande venait parler de l'industrie d'avenir et de dialogue social. Les représentants CGT lui ont coupé l'herbe sous le pied en refusant de lui serrer la main, en évoquant notamment le conflit à Air France. Regardez. Monsieur Hollande, concernant la CGT, on ne considère pas qu'on doit vous rendre la politesse au regard de ce qui se passe en ce moment, notamment à travers des luttes des salariés d'Air France. On considère que c'est une situation inacceptable, que ceux qui se battent aujourd'hui pour défendre leur gagne-pain se battent face à une violence patronale qui est de plus en plus imposante sur le territoire. Donc nous avons vécu cette situation à STX. Le chantage dans l'emploi, c'est une méthode qui est utilisée depuis de nombreuses années. En ce moment même, vous parlez d'un renouveau industriel, nous on parle d'un renouveau sur l'emploi, on parle d'un renouveau sur les salaires, et ça n'existe pas. Le syndicat CGT qui dénonce la violence patronale. Vous, en tant que syndicaliste, forcément, vous êtes dans ce sens-là ? Moi, je ne fais pas d'ingérence. Chaque syndicat choisit son mode d'expression, ses arguments. Là, manifestement, le coup a été assez bien réussi. C'est un bon coup d'éclat. Oui, c'est sûr. Après, j'ai entendu, dans cette visite au chantier naval, François Hollande dire qu'il était fier des ouvriers nazériens. Il a raison, il peut être fier. Mon problème dans cette affaire-là, c'est que je voudrais être sûr que les ouvriers nazériens des chantiers navals, des activités industrielles et portuaires, soient fiers de son bilan. Et j'ai quelques doutes sur ce sujet. Je ne suis pas sûr de la réciprocité en termes de fierté. Mais est-ce que ce discours qui dirait que le gouvernement est du côté des patrons, est-ce que c'est un discours qui porte, d'après vous, en ce moment ? Je ne crois pas quand même, parce que c'est difficile de gérer un pays. Et effectivement, on attend mieux parce qu'il y a eu des promesses électorales, parce qu'il y a eu beaucoup de choses d'annoncées. La crise est forte, je l'entends bien. Mais quand même, le compte n'y est pas pour ceux qui souffrent, pour ceux qui travaillent dur, pour ceux qui ne trouvent pas d'emploi. C'est quand même difficile. Il faut arrêter de se raconter des histoires et de faire de la communication politique. Alors pendant cette visite, le chef de l'État a aussi été interrogé sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, forcément, et sa réponse, vous allez le voir, a été assez prudente. Moi je ne suis pas pour des zones de non-droit, parce que ça crée une insécurité, ça crée une instabilité, donc à un moment ou à un autre, il faudra faire cesser ces occupations. Le dialogue a été engagé, la concertation a eu lieu, il y a encore des recours, et les procédures doivent être poursuivies. À un moment ou à un autre, il faudra faire cesser ces occupations de la ZAD. Vous qui êtes membre de la CIPA, je rappelle l'association des opposants à l'aéroport, vous pensez au contraire que c'est un mal nécessaire d'avoir ces occupants sur la zone ? C'est une situation de fait. Donc on ne peut pas faire abstraction de ça. Mais mon problème aujourd'hui, et le problème de beaucoup, c'est qu'on a déplacé le sens du débat. Au lieu de discuter de la pertinence de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, on est aujourd'hui à poser la question, êtes-vous pour ou contre la ZAD ? Ce n'est pas le problème. S'il y a aujourd'hui... c'est un problème pour les habitants. C'est un problème pour les habitants. On en parle parce qu'effectivement, il y a une accumulation de tensions et de violences sur le terrain. C'est également une situation de pourrissement de l'État qui n'est pas capable de prendre une position très claire. Enfin, je me réjouis quand même d'entendre le président de la République être à peu près conforme aux accords qui ont été signés à l'issue de la grève de la faim. Il y a encore des recours. C'est ce qu'il a dit précisément. Et il y en a encore plusieurs, contrairement aux déclarations du Premier ministre dans l'actualité pour rassurer je ne sais qui. Autre actualité, cette fois au Conseil départemental. Les élus se réunissent lundi et mardi pour se pencher sur le budget. Un budget en baisse de 20 millions, annonce Philippe Grosvalet, pour faire face à un effet ciseau, en fait, la baisse des dotations de l'État et dans le même temps, les dépenses qui augmentent, notamment pour le RSA, pour les personnes âgées. Malgré tout, le président du département veut rester optimiste.
Je pense que chacun devra prendre conscience ou doit prendre conscience de la difficulté du moment. Mais nous sommes dans un territoire assez extraordinaire puisque nous avons ici la chance d'avoir des grandes entreprises. Nous avons un territoire dynamique qui gagne 13 000 habitants par an, qui crée des emplois, qui accueille des nouvelles entreprises. Donc je pense que ce débat-là doit aussi permettre de donner du positif. Et dans ce moment où certains déclinistes nous prônent effectivement toujours le pire, eh bien moi je pense que ces moments-là doivent être pour nous, en tout cas et pour moi, des moments d'optimisme et de redonner espoir à nos concitoyens. Donc pas certain que l'opposition ait le même optimisme, nous verrons cela en début de semaine prochaine. Mais l'actualité qui vous concerne plus directement, c'est bien sûr la campagne des élections régionales. Quelques propositions commencent à émerger et les listes se finalisent. Aujourd'hui même, sur son compte Twitter, Laurence Garnier, l'élue nantaise du Parti Les Républicains, annonçait qu'elle était très heureuse d'accueillir le MoDem et sa chef de file Patricia Galerno sur la liste d'union de la droite et du centre menée par Bruno Retailleau. Le MoDem présentera 6 candidats, une alliance malgré un désaccord profond. On en parlait à l'instant, Notre-Dame-des-Landes. Ça vous surprend ? Notre-Dame-des-Landes et la réunification de la Bretagne. Pour bien connaître Patricia Galerno, si elle n'a pas mangé son chapeau dans l'accord, il faut qu'elle reste cohérente là où elle a fait une alliance. C'est ça la politique. Et en même temps, ce sera la même chose à gauche, puisque plusieurs écologistes ont déjà rejoint Christophe Clergeau. Europe Écologie pourrait les rejoindre au premier tour. Finalement, c'est la même chose. Oui, enfin, Europe Écologie a déjà fait son accord de deuxième tour, probablement. Faut pas mais Notre-Dame-des-Landes n'est pas un sujet clivant dans cette campagne des élections. Ils sont habitués à vivre comme ça. Moi, dans cette campagne-là, la question de Notre-Dame-des-Landes, j'aurai mon militantisme particulier, mais ce n'est pas l'objet de ma candidature à la tête de la liste, choisir nos régions et réunifier de la Bretagne. Parce que vous n'êtes pas tous d'accord. Or, on va dire qu'il y a 4 partis qui soutiennent cette liste. 3 sont opposés depuis longtemps à l'aéroport. Et le 4e laisse la liberté individuelle à ses militants. Je peux dire, sans risque de me tromper, que sur notre liste, il y aura bien 75% de Oui, mais tout le monde n'est personnes. Pas d'accord non plus. Oui, mais ce n'est pas un problème, parce qu'au moins on peut en discuter dans la sérénité, de manière très très calme. Ce n'est pas un sujet tabou, comme j'ai pu connaître des sujets tabous dans certains partis politiques. Donc là, ça se passe plutôt bien sur cette question. Alors, quoi qu'il en soit, votre principal mot d'ordre dans cette campagne, ce sera le redécoupage des régions et la remise en cause de la réforme territoriale. L'an dernier, il était question de réunir Bretagne et Pays de la Loire, on s'en souvient, mais finalement, chaque région est restée de son côté. On va voir la carte qui a finalement été adoptée dans cette réforme territoriale. Qu'est-ce qui vous déplaît ? Ça, c'est pas une réforme territoriale, quoi. Une réforme territoriale, c'est de faire dans notre pays des régions pertinentes du point de vue économique et non pas d'additionner des régions administratives ou des départements. Ça, c'est pas bon. Et en ce qui concerne notre territoire sur le Grand Ouest, je suis, à titre personnel et beaucoup d'autres, sur notre liste, on est contre cette question du Grand Ouest, qu'on essaiera de nous resservir, mais on n'est pas satisfait non plus du statu quo. Nous, notre démarche, c'était d'être capable démocratiquement, parce que dans cette réforme, et c'est ça le sens de mon engagement. J'avais décidé de tirer un trait sur mon engagement politique. Le sens de mon engagement, c'est qu'il y a eu un déni de démocratie. À quelques-uns, à Matignon ou à l'Élysée, au coin d'une table, on a redécoupé les régions et pour faire plaisir à quelques barons locaux, on est allé sur le statu quo. Personne en France, vous entendez, personne en France n'aurait été choqué qu'enfin, il y ait la réunification de la Bretagne dans cette réforme. Personne n'aurait été choqué, comme la fusion des 2 Normandies. Lorsque les élus des régions, de la région, en ont débattu, c'était en mai l'année dernière, la large majorité des élus étaient pour la réunification, mais pas la réunification de la Loire-Atlantique à la Bretagne. L'union des 2 régions. Alors, pourquoi c'était pas une bonne solution, ça ? C'est pas une bonne solution, parce que ce sont 2 régions administratives qui n'ont pas d'histoire commune. Il peut y avoir des coopérations interrégionales, bien entendu, mais réunifier la Bretagne, ramener la Loire-Atlantique en Bretagne, là où elle a été enlevée, il y a 70 ans, là où elle a été enlevée, ça c'est une pertinence économique, parce qu'il faut que nous soyons tournés vers l'espace maritime et portuaire, et non pas vers la terre et vers Paris, vers une société totalement polycentrique, où les élites parisiennes aspirent toutes les richesses et mettent les régions pratiquement au diapason. On le voit avec les déclarations de Grosvalet, c'est clair. Donc l'objectif, c'est de tourner le dos aux autres départements. Qu'est-ce que vous en faites des autres départements ? Pas de tourner le dos, sûrement pas. Nous, notre liste, elle s'appelle « Choisir nos régions ».
Ça ne veut pas dire qu'on impose quelque chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous disons aux 5 départements de la région des Pays de la Loire, il faut qu'il y ait des options, des propositions, et y compris des votes en ce qui concerne les habitants de la Sarthe, les habitants de... Sincèrement, est-ce que vous pensez que les habitants de la Sarthe, de la Mayenne, de la Vendée vont voter pour vous? Est-ce que c'est leur intérêt? Le problème, c'est que leur intérêt, on ne leur a jamais expliqué. Quel est l'habitant aujourd'hui qui a eu d'autre choix que d'être dans les Pays de Loire? On ne lui a pas demandé son avis. Si demain, on lui fait une proposition pour dire, voilà, un projet territorial sur le centre Val-de-Loire qui pourrait séduire le Maine-et-Loire, qui pourrait séduire la Sarthe, etc. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce qu'on fait un vote sur ce sujet-là? Jamais on ne consulte les citoyens. Donc nous, là, c'est encore la démocratie que nous voulons réinviter dans le débat politique à travers quelque chose, parce que là, on en a pris pour 10 ans ou 20 ans sur cette réforme territoriale, en ne donnant pas de pouvoir véritable aux régions. Il n'y a pas de véritable pouvoir aux régions. Nous voulons une assemblée de Bretagne avec une fusion des départements. Et là, on peut faire de la politique. Quand on demande l'avis aux habitants, c'est ce que font les associations bretonnantes en faisant des votations citoyennes. Ça va être le cas ce week-end à Saint-Herblain. C'était le cas dimanche dernier à Tréfieux. Le oui à la réunification a obtenu 93%, oui, mais sur 77 votants. Oui, en quoi c'est révélateur, ça? Oui, mais... Donc, en gros, ceux qui sont allés voter étaient pour. Ceux qui étaient contre n'ont pas été votés. Donc, quel est l'intérêt là-dedans? Ça appartient à cette association. Ça permet de faire du débat avec les gens, puisque le débat est confisqué sur cette question-là. Oui, mais vous vous rendez compte qu'à Tréfieux... Oui, bien sûr, je m'en rends compte. Mais je me rends compte qu'en 2010, à Tréfieux, il y a 3 personnes qui avaient voté pour la liste bretonne. Et là, il y en a eu 50 ou 60. Donc, vous voyez, je peux aussi répondre ça, sans aucun problème. Donc, intéresser les gens au débat. Quel est le projet régional? Quel est le projet de territoire qu'on construit? La Loire-Atlantique en Bretagne. Qu'est-ce qu'on fait pour les 4 autres départements? Nous, les autres listes, ils se présentent pour être élus. Avec des promesses. Nous, on se présente pour réinviter du débat démocratique et pour être la seule liste qui ne veut pas enterrer une réforme territoriale qui joue contre les habitants du territoire. Parce qu'on avait la chance de faire des régions pour créer des dynamiques économiques, culturelles, etc. Et on ne l'a pas fait, une fois de plus. Un mot sur l'Assemblée de Bretagne, ça fait partie de vos propositions majeures. C'est quoi en 2 mots? L'Assemblée de Bretagne, ça veut dire qu'il y a une fusion des 5 départements dans le Conseil régional breton, dans l'Assemblée de Bretagne. Et là, essayer d'avoir des pouvoirs, de définir ce que nous disons dans notre programme, un schéma de cohérence maritime et territoriale, quelque chose qui n'est jamais débattu. On est toujours tributaire du centralisme parisien. C'est l'État qui décide ce qu'il laisse aux régions. Et les régions prétendent ensuite dans leur communication, quelle qu'elle soit, pas que les Pays de la Loire, que ce soit Auxiat ou Clergeau et ainsi de suite, ils prétendent avoir du pouvoir. Elles n'en ont pas, parce que c'est Paris et c'est le centralisme parisien, c'est cette société jacobine et centralisatrice qui confisque les pouvoirs régionaux. Une difficulté majeure dans votre campagne, c'est la question financière. Vous n'avez pas de moyens. Bien sûr, on n'a pas de sous. On a lancé sur notre site là, qui est www.choisirnosregions.bzh, un appel au financement participatif. On a besoin de 50 000 € juste pour payer les bulletins de vote, en avoir dans tous les bureaux, une affiche à la sortie, une profession de foi chez les électeurs. Ça coûte 50 000 €. Par rapport aux autres listes, les autres partis, si vous voulez, les 3 ou 4 partis... peuvent être remboursés jusqu'à 500 000 €. Oui, et le demi-plafond, c'est 500 000 €. Et s'ils ont davantage de sous, ils peuvent dépenser le double. Vous voyez qu'il y a là quelque chose encore qui n'est pas très démocratique. Surtout que pour les consultations européennes, c'est 3% le seuil de remboursement. Mais pour une consultation nationale, bizarrement, c'est 5. Et vous pensez obtenir les 5 ? Vous pensez obtenir les 5% ? Et non, on ne fera pas 5% sur les 5 Donc départements. vous vous lancez dans une campagne sans avoir l'ambition d'atteindre l'élection de membres de votre liste ? Qui va donner le message sur la réunification ? Nous ne voulons pas un deuxième enterrement de la réunification. Parce que les gens se battent depuis des années sur la réunification. Il y a eu 20 000, 40 000 personnes dans la rue à Nantes l'an dernier. Le gouvernement était sourd à ces revendications-là. 20 000 à l'époque. 20 000, oui, mais 2 fois. 20 000. Donc ce sont des manifestations importantes, mais on n'en parle pas à Paris. Eh bien, on porte ce message-là, et je suis convaincu qu'une grande partie de l'électorat, nous sommes la liste du premier tour.
La liste du premier tour, c'est-à-dire des gens qui, pour beaucoup, ne seraient pas allés voter parce qu'ils en ont marre qu'on piétine la démocratie, et d'autres qui peuvent dire, oui, effectivement, moi aussi j'ai envie d'être consulté, y compris pour ça. Un mot sur Europe Écologie Les Verts, puisque ce seront vos adversaires dans cette campagne. Parmi les adversaires, à un moment donné, il y a quand même une crise profonde au sein du mouvement. Vous avez démissionné il y a un an, je le rappelle. Vous l'avez senti venir, vous avez félicité François de Rugy lorsqu'il est parti cet été en disant « Bienvenue au club des ex-ELV, son départ est logique ». Ils l'ont cherché, d'après vous ? C'était inévitable, évidemment. On a enterré l'esprit d'Europe Écologie petit à petit, à partir du Congrès de Lyon. C'est trop long à expliquer. Mais moi, on n'a pas d'adversaire, nous. Nous, on a un projet. Remettre du débat démocratique. Pensez-vous que cette fracture interne était nécessaire ? C'est une bonne fracture. Oui, bien sûr, parce que continuer à se taper dessus en étant ensemble alors qu'ils n'ont plus grand-chose en commun, et il vaut mieux qu'ils se séparent un certain temps. Comme disent les couples, on va essayer de réfléchir chacun de son côté, on verra plus tard si on se remet ensemble. Mais moi, ce n'est pas mon affaire, c'est plus ma vie, c'est terminé pour moi. Il y a eu trop de mépris à mon endroit et trop de mépris sur la question ouvrière, sur la question syndicale. Il y a beaucoup de sujets qui sont tabous. Les écologistes disent, par exemple, qu'ils veulent faire la transition énergétique, la transition écologique, mais on ne veut pas discuter avec les ouvriers, on ne veut pas discuter avec les paysans qui ne sont pas de notre bord. Il faudra bien discuter avec eux. Il faudra bien les associer au projet politique. Et nous, quand on porte là, dans notre campagne, les transitions écologiques, que ce soit de l'agriculture, que ce soit sur le reste, on associera les gens à venir débattre. Il n'y aura pas d'exclusion. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Gilles Denigaud, toujours aussi pugnace, on l'a vu. Bien, bonne campagne à vous. On se retrouvera bien sûr très bientôt pour une nouvelle émission du 18h Politique. Merci à toute l'équipe. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet tnantes.com et sur les réseaux sociaux. Bonne fin de semaine à toutes et tous sur Télé Nantes.